Hop. Donc ça c'est nous. Et ça, ok. Donc bah ouais, comme j'en ai le disais, on a pu voir pendant l'heure qui a précédé que une pénurie, même modeste, sur les calories, donc sur notre alimentation, ça peut engendrer des effets un peu inattendus. On voyait des regards un petit peu anxieux, voire des fois des grognements de mécontentement qui pouvaient arriver. Donc voilà, ça c'est peut-être un prémisse d'un phénomène un peu plus général de notre rapport à l'alimentation et notamment comment réussir à se nourrir dans un monde où on est finalement soumis à diverses contraintes, que ce soit le climat, l'énergie, les matières premières de manière générale. Donc on va essayer d'aborder un peu ces thématiques notamment de résilience, c'est-à-dire comment on fait face à ces risques, à ces contraintes, du point de vue des systèmes alimentaires. Donc Arthur ici et moi-même, on a fondé une association qui s'intéresse à ces questions-là, qui s'appelle les Greniers d'Abondance. On a un site internet que vous pouvez consulter, résiliencealimentaire.org. Et donc si jamais, là on va aller assez vite, on ne va pas rentrer dans beaucoup de détails, mais on vous invite à consulter nos différents articles si vous souhaitez approfondir certaines des choses qu'on va aborder. Donc on commence par un petit état des lieux un peu du système alimentaire qui nous nourrit, avec le cas emblématique du yaourt à la fraise. Celui-là, donc c'est une marque connue qui nous donne les ingrédients qui composent ce yaourt. Donc évidemment l'ingrédient principal du yaourt c'est le lait. Donc pour faire du lait, il nous faut des vaches. Aujourd'hui, les vaches en France, elles sont nourries avec à la fois de l'herbe qu'elles vont pâturer. Donc dans l'herbe, il y a différentes espèces végétales. Ça peut être un mélange graminées légumineuses, par exemple. Et ces vaches-là, en plus de l'herbe qu'elles broutent, elles vont recevoir des compléments alimentaires, notamment des céréales, des concentrés, comme des tourteaux de soja qui vont par exemple provenir du Brésil, avec des problèmes là-bas causés par l'expansion de ces cultures. Et donc pour nourrir cette vache, vous voyez qu'il y a plusieurs espèces végétales qui rentrent en jeu, plusieurs pays, plusieurs systèmes alimentaires qui sont connectés les uns avec les autres. Ce lait ensuite, il est récupéré donc, grâce à une treilleuse qui marche souvent à l'électricité. Il est acheminé grâce à des camions citernes réfrigérés dans une laiterie, donc une usine assez importante, avec plein de machines qui permettent de séparer les différents composants du lait. Le lait écrémé, la crème, on fait de la poudre aussi, on récupère pas mal de trucs. Qui nous donne un peu les premiers ingrédients de notre yaourt. Puis après, on rajoute les fraises qui la majeure partie des fraises qu'on consomme en France vont plutôt venir du sud de l'Espagne, donc faites dans des grandes serres, des cultures assez intensives, donc qui nécessitent tout plein de produits, des engrais, des produits phytosanitaires, de l'énergie pour... en Espagne, on n'a pas trop besoin pour les chauffer, mais il y a d'autres serres où on a besoin de chauffer les serres pour assurer la production. Tout plein de facteurs de production qui sont importants et qui rentrent là-dedans. De la même manière, après, on a du sucre. Donc le sucre qui vient probablement d'une usine, une sucrerie qui elle-même a été approvisionnée en betteraves, par exemple picarde ou de la Beauce, qui ont été donc cultivées de la même manière grâce à tout plein de facteurs de production, des semences, des engrais, de l'énergie, des produits phyto, etc. Une usine qui utilise donc de l'énergie pour faire le sucre. Et vous voyez qu'en fait tout le reste des ingrédients, c'est un peu la même histoire. L'amidon transformé de maïs, c'est du maïs qui a été produit selon ces conditions, qui est allé dans une amidonnerie où on a extrait différents composants dans ce truc-là. La gomme de Gare, c'est une légumineuse qui est cultivée majoritairement en Inde, qui sert à faire donc cet épaississant. De la même manière, les carrageenans, c'est des algues rouges qui viennent, elles, plutôt des Philippines. Donc vous voyez qu'en fait, juste dans ce yaourt à la fraise, on a à peu près 3-4 continents qui permettent de produire les différents composants de ce produit-là, avec un nombre d'usines assez important. Là, j'en ai cité peut-être 3 ou 4. À chaque fois, il y a des étapes de transport qui permettent d'acheminer les divers composants dans les usines de transformation, jusqu'à l'usine d'assemblage final qui met tout ça ensemble. Et à chaque fois, donc, il y a des consommations d'énergie, des consommations de matière et des flux entre tout ça. Donc si on résume avec un petit schéma notre système alimentaire d'aujourd'hui, voilà un peu le genre de truc. Vous voyez que les fermes, en fait, c'est un petit élément au milieu d'un ensemble interconnecté de beaucoup plus vaste, avec notamment tout plein d'acteurs en amont là, qui vont faire des produits phytosanitaires, des engrais, des outils, des machines, des pétroliers aussi pour faire le pétrole, les carburants qui vont faire tourner les tracteurs, et puis tout plein de choses en aval, les usines de transformation, et puis le système de distribution, etc. Donc finalement, l'agriculture en tant que telle aujourd'hui, c'est un élément parmi un ensemble, le système alimentaire, qui est beaucoup plus vaste. Et ce système alimentaire, vous voyez qu'il est industrialisé, il y a des petites usines un petit peu partout. En fait, il reflète l'industrialisation de notre société, de nos modes de vie.
Donc voilà un peu ce à quoi on essaie de s'attaquer, c'est-à-dire l'ensemble du système alimentaire, pas seulement l'agriculture, parce que si on oublie une de ces parties, eh ben, on peut se retrouver, ça fait des angles morts qui peuvent être derrière, un peu embêtant si on a oublié de réfléchir à la question, je sais pas, des engrais, qu'on fait tout bien au niveau des fermes et tout ça, mais on a oublié un des éléments du système, derrière, on peut avoir donc des problèmes si on réfléchit d'un point de vue de la résilience. Ok, donc rapidement, comment on est arrivé à ce système alimentaire donc industrialisé? En fait, il s'est passé quelque chose d'assez assez important en termes d'agriculture au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, ce qu'on appelle la Révolution verte, qui a été donc une période de transformation radicale de l'agriculture, notre manière de cultiver et même de nous organiser collectivement pour produire, transformer et distribuer de la nourriture. Et cette Révolution verte, elle repose sur en gros 5 grands éléments techniques, disons, qui sont donc l'irrigation des cultures, la maîtrise de l'irrigation. Un cas emblématique, c'est la construction du barrage d'Assouan en Égypte, qui a permis donc de réguler les crues du Nil et d'irriguer un peu quand on voulait, de cultiver quand on voulait dans le pays. L'irrigation, on a l'utilisation des engrais minéraux, qui sont, pour faire simple, une forme d'engrais très facilement assimilable par les plantes et qui permettent donc de faire un effet coup de boost pour la croissance des végétaux. Donc les principaux engrais qu'on utilise aujourd'hui, qui sont souvent limitants dans la croissance des plantes, sont l'azote, le phosphore et le potassium. Et aujourd'hui, pour l'azote, c'est principalement grâce à un procédé industriel de synthèse qu'on appelle Haber-Bosch, qu'on utilise en fait le diazote atmosphérique pour en faire des formes réduites grâce en utilisant beaucoup d'énergie, notamment du gaz naturel, et c'est ces formes réduites-là qui servent ensuite d'engrais minéraux. Donc ça c'est pour plutôt les engrais azotés. Puis pour les engrais phosphatés et potassiques, là c'est plutôt on extrait certaines roches de la croûte terrestre qui sont riches en ces éléments, et donc pour ça on a besoin de grosses excavatrices, de bulldozers, de choses comme ça, donc qui marchent avec beaucoup de diesel pour récupérer ces trucs-là, et qui sont en plus des ressources finies non renouvelables à nos échelles de temps. Donc là vous avez un exemple d'une mine de phosphate au Togo. Vous voyez que c'est le genre de truc qui est quand même assez énergivore pour récupérer cette ressource. Donc utilisation de l'irrigation, des engrais minéraux. Quand on donne comme ça à une plante tout ce dont elle a besoin pour pousser comme il faut, donc de l'eau en abondance et plein de nutriments, la plante ne va pas forcément y arriver toute seule très vite. En fait, il y a eu aussi tout un effort de sélection de certaines variétés qui permettaient d'exploiter au mieux cette nouvelle abondance de nutriments, d'eau qui était mise à leur disposition. Et donc il y a eu tout un effort fait sur la sélection de variétés adaptées à cela, et donc qui ont permis d'obtenir des rendements encore plus importants. Mais comme souvent, les organismes ne peuvent pas être bons partout, et cet effort sur les rendements se fait au détriment de la résistance des plantes aux différents pathogènes, à différents stress. Et donc, on a compensé ça en utilisant pas mal de produits phytosanitaires qui permettent donc de compenser cette faiblesse des plantes face à la résistance, notamment aux maladies. Donc, l'essor des produits phytosanitaires, c'est le 4e élément qui a permis donc à cette révolution verte d'avoir lieu. Et donc, ces 4 éléments mis ensemble, irrigation, engrais minéraux, semences, variétés sélectionnées plus phytosanitaires, ça a permis au rendement d'exploser. On verra une figure juste après. Et on a un 5e élément qui, lui, n'a pas tant permis au rendement d'augmenter, mais en fait, davantage à la productivité du travail agricole d'exploser. Et ça, c'est la mécanisation. Et plus spécifiquement, la motorisation. En fait, la mécanisation de l'agriculture, elle avait déjà commencé au début de la révolution industrielle, au 19e siècle. Mais là, c'est vraiment l'arrivée des tracteurs qui permettent à un seul cultivateur de cultiver 10 à 100 fois plus que son grand-père. Et donc ça a permis à la productivité du travail vraiment d'exploser. Ok, donc quelques conséquences de tout ça sur notre société. Là, vous avez un graphique qui vous montre la production globale agricole au cours du temps en France, avec l'échelle de gauche là, qui vous montre ça, et chaque couleur correspond à un type de production. Vous voyez que la production double à peu près entre 1960 et les années 2000. Donc on assiste à un doublement de la production, ce qui est assez imposant quand même. Et vous voyez qu'en parallèle, Agricultural Land, la surface cultivée, elle diminue. D'accord ? Donc non seulement on double la production totale, mais en plus on diminue de 10 à 15% les surfaces cultivées. Donc là c'est vraiment un tour de force qui a été réalisé avec donc une production alimentaire sans précédent dans l'histoire de l'humanité.
Alors évidemment, ça a eu une conséquence sur la société, les sociétés industrialisées. Là, vous avez l'évolution des actifs dans différents secteurs. Vous voyez que la productivité du travail agricole ayant augmenté fortement, on se retrouve avec une diminution progressive, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec à peu près 3% de la population qui travaille donc dans les champs. Et ce qui permet aux bons hommes de l'époque d'aller vers les usines, d'aller vers les bureaux, pour donc développer les sociétés de services qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est une des conséquences fortes de la Révolution verte. Et évidemment aussi de rejoindre les villes, donc une urbanisation associée à tout ça. Et juste pour vous montrer un dernier coup, un peu la brutalité, la rapidité de ce phénomène. Vous voyez ici l'évolution du nombre de têtes d'animaux de trait en France, encore une fois au cours de la Révolution verte et un peu avant, avec en bleu les chevaux, là vous avez les vaches et les bœufs. Et vous voyez qu'en seulement une vingtaine d'années, on arrive à un effondrement littéral du nombre d'animaux de trait en France. Donc en fait, à une culture attelée qui avait 2000 ans d'histoire. On a commencé à utiliser les animaux pour les travaux agricoles il y a un peu plus de 2000 ans. Et donc vous voyez qu'en seulement 20 ans, tout ça disparaît. C'est pour vous montrer un peu la rapidité du phénomène et son caractère quasiment très important. Et autre chose associée à cela, c'est que ces animaux, il fallait bien sûr les nourrir à l'époque. Et en fait, 45% des terres céréalières de l'époque, à peu près, étaient destinées à l'alimentation des animaux de trait. Donc c'est énorme. Ils n'étaient pas seulement broutés dans des prairies. Il y avait toute une partie de la production céréalière qui était destinée à leur alimentation. Et donc ça, vous voyez que cette composante qui est la production d'énergie pour le système agricole a été externalisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, ce sont les pétroliers qui fournissent l'énergie aux tracteurs. Ce ne sont plus les agriculteurs eux-mêmes qui doivent le faire. Donc ça a permis donc de libérer des terres de manière très forte. C'est aussi pour ça qu'on assiste à une diminution des surfaces cultivées. Voilà, donc ça c'était un peu le schéma global. Et on va voir comment tout ça se heurte aux limites planétaires qu'on a déjà commencé à évoquer ce matin. Merci. Oui, donc le système alimentaire que vient de décrire Félix est probablement la plus grande force d'altération de notre environnement sur Terre aujourd'hui. On estime que le système alimentaire est responsable d'à peu près 30% ou plus des émissions anthropiques de gaz à effet de serre. On estime que c'est 80% de la déforestation dans le monde, première force de destruction de la biodiversité. Et ça, c'est des choses qu'on a souvent à peu près en tête quand on se questionne d'une manière générale sur l'écologie ou le climat. En revanche, on s'intéresse moins souvent aux menaces directes que font peser les altérations de l'environnement et le contexte en général sur la production alimentaire et donc sur notre sécurité alimentaire. Et c'est à ça qu'on s'intéresse dans cette partie. Alors on va commencer par la question bien connue ici du climat. C'est intéressant de rappeler que l'agriculture voit ses débuts à la stabilisation du climat, lié donc à l'entrée dans l'époque de l'Holocène, il y a 11 000 ans. Donc aucune société agraire finalement n'a connu un climat instable, hormis à des échelles très régionales et plutôt des pas de temps assez courts. Donc, quelles peuvent être les conséquences d'une déstabilisation du climat sur la production agricole ? On a pu cet été, on s'est heurté à une sécheresse historique. Donc là, c'est la carte que j'ai d'ailleurs mise à jour hier à minuit. Donc on voit qu'on n'est pas encore du tout sorti de la sécheresse. Ce sont les arrêtés en cours de restriction d'usage d'eau en France. Donc il y a 86 départements sur les 96 départements métropolitains qui sont encore concernés par des arrêtés de restriction d'usage de l'eau. Et parmi ceux-là, il y en a une cinquantaine qui sont concernés par des états de crise, c'est-à-dire que tous les prélèvements, y compris à des fins agricoles, donc tous les prélèvements non prioritaires sont interdits. Donc, quels sont les impacts de ce type de sécheresse sur la production agricole ? On peut regarder à nouveau le graphique que Félix nous a montré tout à l'heure. Et donc, on assiste effectivement à une hausse tendancielle très importante de la production alimentaire en France. Et on voit qu'il y a quelques années qui sortent du lot, en l'occurrence 1976, 2003 et 2016, où on assiste à une baisse de l'ordre de 20 à 30% des rendements des principales cultures. Et à chaque fois, en fait, ces baisses sont occasionnées par des perturbations météorologiques très fortes. Donc en 1976 et en 2003,
c'était en l'occurrence des sécheresses très graves. Et en 2016, c'était l'année dont vous vous souvenez peut-être où la Seine a fortement débordé à Paris. Il y avait des inondations importantes qui ont fait pourrir de nombreuses récoltes sur pied. Donc on peut se poser la question, et 2019, où est-ce qu'on va aller? Alors à vrai dire, les chiffres sur les rendements ne sont pas si mauvais pour l'instant, sont même assez bons, parce que la canicule et la sécheresse qui s'en est suivie a eu lieu un peu plus tard dans l'été. Et la sécheresse est très grave pour les rendements quand elle se produit au printemps. Mais ça a des chances malheureusement de se reproduire et de ne plus constituer un événement exceptionnel dans les années à venir, si on se fie en tout cas aux projections climatiques régionalisées qui ont été réalisées par Météo France et l'Institut Pierre-Simon Laplace, donc dans un programme qui s'appelle ClimSec. Vous pouvez aller faire des visualisations vous-même sur le site internet DRIAS qui est marqué dans la source. Donc d'après ce modèle, ils font des prévisions à différents horizons temporels. Le niveau d'humidité moyen des sols à la moitié de ce siècle correspondra au niveau sec à extrêmement sec d'aujourd'hui. On parle du niveau moyen. Si on va au niveau à une échelle de temps un peu plus longue, donc fin du siècle, 2085, on assisterait à un niveau moyen de sécheresse des sols correspondant au niveau extrêmement sec d'aujourd'hui. Donc à peu près ce qu'on a connu pendant le pire du pire de l'été 2003. Et ça, c'est le niveau moyen. Donc on peut se questionner sur quelles seront les années extrêmes et quelle sera la part de la production actuelle qu'on pourra assurer si on conserve une agriculture, des systèmes agricoles similaires. Donc voilà pour le climat. Une autre menace qui pèse aujourd'hui fortement sur la production alimentaire, c'est la question de la biodiversité. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, on s'intéresse souvent à l'impact de notre alimentation sur la biodiversité, mais de la même façon, la biodiversité a des effets sur notre capacité à produire notre alimentation. Ça, c'est un graphique qui est assez connu, que vous avez peut-être déjà vu pour nombre d'entre vous. C'est donc un schéma qui représente la répartition par masse des principales familles de mammifères terrestres sur Terre. Et vous voyez donc que l'homme et ses animaux d'élevage, donc les bovidés, les équidés, les porcins, les caprins, représentent en tout 98% de la masse des mammifères terrestres, contre 2% pour les mammifères sauvages. Par exemple, les éléphants représentent 1 million de tonnes, c'est-à-dire un des petits carrés seulement de toute cette masse. Et à titre illustratif, il y a 10 000 ans, donc au tout début de l'agriculture, les ratios étaient à peu près inversés. C'était la faune sauvage, les mammifères terrestres, qui concentraient à peu près 98% de cette masse. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'on ne s'en est pas arrêté là. Aujourd'hui, on se rend compte que pas seulement le nombre d'espèces, ni la masse, mais les effectifs des populations continuent à décliner très rapidement. Donc là, c'est l'évolution de l'indice Planète Vivante qui a été développé par WWF, qui agrège l'évolution d'effectifs de plusieurs milliers d'espèces sur Terre. Et on se rend compte qu'il a diminué de 60% en l'espace de 44 ans. Donc c'est une baisse très importante. En l'occurrence, ça concerne les vertébrés, mais plusieurs études qui portent sur les insectes nous montrent qu'il y a un effondrement des populations d'insectes. Et ça risque d'avoir des conséquences importantes sur notre production alimentaire, pour plusieurs raisons que je vais évoquer. Ce qui est important de rappeler, c'est que ça ne se situe pas exclusivement loin de nous, dans les tropiques, parce qu'on fait la déforestation. Ces conséquences se situent également en France. Donc la première cause de destruction de la biodiversité à l'échelle mondiale, c'est tout simple, c'est la destruction des habitats. C'est le simple fait que les espèces sauvages n'ont plus d'habitat. En France, on constate qu'on a détruit un grand nombre d'habitats de la faune sauvage. Là, c'est une carte. Donc, à gauche, vous avez l'année 1970 et à droite, l'année 2000. C'est un indice qui s'appelle l'indice de haute valeur naturelle. Il a été développé par un des partenaires de notre projet qui s'appelle Solagro. Et il agrège plusieurs paramètres que sont l'extensivité des pratiques agricoles, la diversité des assolements et la présence d'infrastructures d'intérêt écosystémique, comme des haies, des bois, des marais, des zones humides à l'intérieur des territoires. Donc c'est un indice qui finalement représente la capacité d'un territoire à accueillir de la biodiversité. Et si on compare la carte de France de 1970 à celle de 2000, on se rend compte que ces zones de haute valeur naturelle ont drastiquement diminué. Avant, c'était quasiment toute la France en dehors du bassin parisien et de quelques zones de production céréalière et le pourtour méditerranéen. Aujourd'hui, les zones de haute valeur naturelle se concentrent à l'inverse en de rares espaces, principalement dans les zones montagneuses.
Les conséquences pour la sécurité alimentaire, elles sont assez simples. Il y a 2/3 des espèces végétales qu'on cultive dans le monde qui sont dépendantes de la pollinisation. Et par ailleurs, les espèces sauvages ont un grand nombre de rôles écosystémiques. Ils nous rendent un grand nombre de services qui sont d'ailleurs très difficiles à évaluer tant ils sont nombreux, mais notamment ils stabilisent beaucoup les écosystèmes. Ils empêchent la propagation rapide de certains parasites et de certains ravageurs dans les cultures. Donc c'est très difficile de savoir comment nos écosystèmes, nos socio-écosystèmes avec la production agricole vont réagir à cette baisse drastique de la biodiversité. Enfin, une troisième menace que l'on fait poser directement sur la production alimentaire, celle-là est un peu plus discutée, vous en avez probablement parlé, c'est celle de l'artificialisation et de la dégradation des sols. C'est un sujet qui a été abordé en marge dans la question de la mobilité tout à l'heure. On se rend compte que l'homme consomme énormément de terres agricoles et comme les villes se sont historiquement implantées au sein de milieux agricoles très fertiles, eh bien, ce sont des terres agricoles très fertiles que l'on va bétonner en premier. Et donc, on en fait des routes, des rocades, des espaces commerciaux, et tout ça n'est bien sûr aucune utilité pour assurer notre sécurité alimentaire, malheureusement. Rapidement, sur la question de l'artificialisation des sols, on entend souvent que c'est lié à l'augmentation de la population ou au développement économique, mais ce n'est que très partiellement vrai. L'artificialisation des sols, en fait, progresse à un rythme bien plus rapide que la démographie en France. En l'occurrence, elle progresse 3 fois plus rapidement. Et pire que cela, elle se fait à raison d'à peu près 3/4, 70%, dans des zones sans aucune tension sur le marché de l'immobilier. Donc l'artificialisation est pour ainsi dire assez inutile et voire très néfaste du point de vue de la production alimentaire. Je laisse à nouveau la parole à Félix pour aborder une autre menace qui pèse sur le système alimentaire. Donc on va aller assez rapidement sur celle-là, parce que je pense que vous êtes assez familier avec ces questions dans cette assemblée. C'est tout ce qui est en lien avec la déplétion des énergies fossiles. Donc voilà, qu'ont fait les travaux de Mathieu Ozano, de Jean-Marc, d'autres personnes sur ces questions-là. Voilà, donc juste pour vous rappeler que le pic pétrolier de pétrole conventionnel a été franchi à la fin des années 2000, qu'aujourd'hui on n'a jamais eu aussi peu de découvertes de nouveaux gisements, et qu'en gros on estime qu'il faudrait que la production de schiste américain triple pour compenser le déclin des puits naturels aujourd'hui, pour assurer l'approvisionnement d'ici 2025. Donc aujourd'hui elle stagne, cette production de pétrole de schiste américain, donc il y a de forts doutes sur notre capacité à maintenir à flot le flux de pétrole mondial. Et donc ça, évidemment, ça va avoir des impacts très importants sur notre agriculture, qui aujourd'hui est donc d'une part, sur le système alimentaire en fait, qui est dépendant du pétrole à deux égards. Déjà pour la production agricole en tant que telle, les tracteurs ont besoin de pétrole pour rouler, évidemment, et évidemment derrière pour tout ce qui est de transport des marchandises, transport des consommateurs, tout ça qui nécessite là aussi des carburants. Bon, je vais passer assez vite. Vous pourrez vous référer à l'exemple de Cuba qui, lors de l'effondrement du bloc soviétique début des années 90, a fait face justement à une restriction très forte de ses importations de pétrole. Donc la consommation du pays a baissé de 20%, ce qui s'est traduit par un arrêt quasi immédiat du système alimentaire industrialisé qui était celui de Cuba à l'époque. En gros, voilà, les rendements ont chuté de 30% pour certaines des cultures importantes de l'île, comme le riz, la canne à sucre, parce qu'en plus du pétrole, ils importaient donc des engrais, des pesticides et tout ça. Et voilà, un exemple qui illustre un petit peu l'importance du pétrole. En gros, les pénuries alimentaires se sont très vite fait sentir. La ration calorique moyenne a diminué de 1/3 au cours de cette période pour les Cubains. Et donc, ce qui montre encore une fois un aperçu de ce qui pourrait nous arriver en cas de contraction de l'offre pétrolière à l'échelle un peu plus mondiale. Ok, un autre sujet, là aussi je pense qu'il y a des gens assez familiers avec ça dans la salle, c'est tout ce qui touche à la finance globale. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais le risque de nouvelles grandes crises financières est aujourd'hui assez établi, avec une dette privée qui n'a jamais été aussi importante. Et donc tout ça évidemment aura des conséquences sur beaucoup d'industries d'agrofourniture ou de la transformation, de la distribution, avec des risques de perturbation, de rupture d'approvisionnement, ou même simplement de paupérisation des populations lors de récessions économiques qui leur donnent un accès plus difficile à la nourriture. Donc ça pose aussi plein de questions de résilience et de sécurité alimentaire. Rapidement, le prix du pétrole aujourd'hui, il est très corrélé à celui des denrées agricoles.
Vous pourrez retrouver ce genre de figure qui vous montre que ça varie en gros dans le même sens. Et si vous voyez, il y a 2 grands pics, là en 2008 et en 2011, qui correspondent à des émeutes de la faim un peu partout dans le monde. Donc évidemment, il y a un sujet qui est fondamental ici sur, en cas de nouveaux chocs pétroliers, comment on gère aussi ce problème de sécurité alimentaire à l'échelle mondiale. Voilà, donc pour résumer rapidement cette partie, il y a tout plein de risques qui affectent le système alimentaire, auquel aujourd'hui il n'est pas du tout préparé parce qu'il est basé donc sur un système, la Révolution verte, qui était celui des 30 Glorieuses et tout ça, qui était dans un certain contexte économique, environnemental, qui aujourd'hui n'est plus du tout le même. On fait face à une convergence de crises de différentes natures, auxquelles il est très compliqué d'apporter une réponse simple et unique qui nous permettrait comme ça, d'un coup de baguette magique, de nous sortir, de changer complètement et de sortir de cette affaire. Donc il va falloir inventer des nouvelles formes d'agriculture, mais pas seulement, de réinventer des systèmes alimentaires qui prennent en compte ces différentes contraintes et donc qui nous permettent d'y répondre de manière adaptative, de manière fluide, de manière évolutive, pour assurer la sécurité de nos territoires dans les années qui viennent. Et c'est ce qu'on essaie d'explorer avec l'association donc Les Grenets d'Abondance sur les différentes voies de résilience qu'on peut emprunter. Alors, le premier objectif qu'on poursuit avec l'association et différents laboratoires de recherche, c'est la publication de recommandations à l'intention des collectivités locales à l'occasion des municipales qui se tiennent en mars 2020. Et on a un territoire pilote également qui est le Grand Angoulême, donc 38 communes, 140 000 habitants, dans lequel on espère pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de voies de résilience. Alors ce qu'on appelle des voies de résilience, on va le détailler ici un peu. Arbitrairement, on a décomposé le système alimentaire en 6 grands ensembles qui correspondent grosso modo à la chaîne de production depuis la recherche de terres agricoles jusqu'au consommateur et au choix de consommation. Et dans chacun de ces grands ensembles, les collectivités locales disposent de leviers d'action. C'est pour ça qu'on s'adresse en particulier aux collectivités locales. On se dit que c'est d'une part une échelle où on peut avoir un impact réel sur les pratiques et la forme du système alimentaire, beaucoup plus que si on décide soi-même par exemple d'aller dans une épicerie bio. On se doute que c'est largement insuffisant pour changer le système alimentaire. Et d'autre part, c'est nécessaire d'agir à cette échelle parce qu'à l'échelon national ou supranational, le shift s'y retrouve parfois confronté. Les aménagements mis en place sont bien trop peu importants pour faire face aux enjeux qu'on a détaillés plus tôt. Donc si on prend quelques exemples et qu'on se concentre par exemple sur l'implication collective, qu'est-ce qu'on entend par l'implication collective? Il y a un exemple qui est assez méconnu en Europe et qui est pourtant très intéressant du point de vue de l'implication des citoyens d'un pays dans la production alimentaire. C'est celui de la Russie. Donc là vous avez une vue aérienne de la périphérie de Yaroslav qui est une petite ville de Russie. Et en fait vous pouvez faire l'expérience vous-même en zoomant sur n'importe quelle ville de n'importe quelle région des 12 fuseaux horaires de la Russie, vous tomberez sur des zones périphériques aménagées de cette façon, donc qui se développent par poches, par bandes, autour des villes, et qui sont en fait des collectifs de jardins. Donc ces collectifs de jardins, ils sont absolument pas minoritaires ou anecdotiques. Ils représentent une part importante de la production alimentaire de la Russie, et d'autant plus importante que le système est parfois confronté à des problèmes. Pendant l'effondrement du bloc communiste, ces collectifs de jardins, à eux seuls, ont contribué à hauteur de 30% à la production alimentaire du pays. Donc à quoi ressemble un jardin? C'est une parcelle qui fait 20 mètres sur 40 ou 20 mètres sur 30 mètres, donc tout de même 600 mètres carrés en moyenne, c'est assez important, plus qu'un jardin ouvrier en France. Il y avait des lois qui encadraient ce qu'on devait ou pouvait y planter, et de telle sorte que ces jardins étaient effectivement une fonction de production alimentaire. Encore aujourd'hui, il y a plus du quart des citadins, enfin des urbains en Russie qui possèdent et entretiennent un jardin de ce type. Donc on se doute que ça joue un potentiel d'adaptation assez important, un potentiel d'amortisseur de crise assez important dans la production alimentaire. Voilà à quoi ça ressemble de façon imagée, c'est encore plus parlant. Un autre exemple, c'est celui du bouclage des nutriments.
Donc, vous avez parlé au début de l'arrivée des engrais minéraux dans les systèmes culturaux pendant la Révolution verte. Il faut savoir que l'utilisation d'engrais, c'est quelque chose de normal en agriculture. Quand on fait par exemple pousser du blé sur une parcelle et qu'on exporte cette production pour nourrir des habitants qui n'habitent pas sur cette parcelle, si vous prenez par exemple du blé vous faites 5 tonnes par hectare, il y a à peu près 2,5% d'azote dans le grain de blé. Donc vous exportez ainsi 125 kg d'azote de votre hectare là, de blé cultivé. Et donc cet azote, les plantes en ont quand même besoin pour pousser. Donc si vous ne renouvelez pas la quantité d'azote sur votre parcelle, vous allez avoir derrière des problèmes pour refaire une culture juste après. Donc nécessairement, l'agriculteur doit répondre à ce problème-là en refertilisant les champs. Donc il y a différentes manières de faire, et l'utilisation des engrais, c'en est une. Donc on utilise aujourd'hui des minéraux, enfin des engrais minéraux qui sont donc issus de la combustion, on l'a dit, du gaz naturel pour faire la masse d'engrais minéraux qu'on peut utiliser dans les parcelles issues de la Révolution verte. Mais on peut imaginer d'autres systèmes. Notamment, il faut bien imaginer que ces 125 kg d'azote qu'on a extrait de la parcelle de blé pour nourrir des habitants, nous, on les consomme, et derrière, on ne les stocke pas dans nos corps. Nous, nos corps, une fois adultes, ils ont atteint une masse donnée. Après, tout n'est que flux. On ne fait que excréter autant de nutriments et de matières que ce qu'on ingère au quotidien. Alors, si vous ne le savez pas, l'essentiel de notre excrétion est gazeuse. C'est le dioxyde de carbone qu'on expire à chaque instant. Mais une grande part de cette excrétion se fait aussi via les urines. Et en fait, l'essentiel des nutriments qui nous intéressent, notamment pour la croissance des plantes, l'azote, le phosphore, le potassium, c'est excrété, vous le voyez ici, dans les urines. Donc récupérer ces nutriments, c'est un moyen en fait de refertiliser directement les champs derrière, qui, vous le voyez, s'affranchit d'apports exogènes d'engrais. On ne fait que boucler le cycle des nutriments, et donc ça permet comme ça donc, de se passer de pas mal de soucis liés à ça. Alors ça pose d'autres questions sur la logistique, la récupération et tout ça, et en fait c'est pour ça qu'on touche aussi à l'organisation de nos systèmes socio-techniques, avec derrière des problématiques d'ordre alimentaire. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est une pratique qui n'est pas nouvelle. Hein. C'était même plutôt la règle dans le temps, quand on n'avait pas les engrais minéraux. Et c'est d'ailleurs toujours très, très utilisé dans certains systèmes, notamment en Asie du Sud-Est. Vous voyez ici une charrette qui récoltait les eaux usées en fait, des ménages dans Paris il y a un siècle, et qui allait les pendre dans les champs derrière. Et il faut savoir que Paris, à l'époque, recyclait plus de 50% des nutriments de ce qu'elle ingérait. Donc c'était vraiment quelque chose d'important. Aujourd'hui, on est à moins de 10%. Voilà, donc pour vous montrer que c'est quand même des choses qui sont pas complètement anecdotiques, il y a des pays déjà qui aujourd'hui le font. Les pays nordiques sont déjà pas mal en phase sur ces questions-là, mais c'est aussi des projets qui ont lieu même au sein des grandes métropoles. Il y a un quartier qui est en cours d'aménagement à Paris, dont potentiellement l'idée ça va être de valoriser les excrétions de ses habitants. C'est le quartier Saint-Vincent-de-Paul, là près de Port-Royal, que vous connaissez peut-être pour certains. Donc voilà, une voie de résilience qui est tout à fait empruntable. Et une dernière pour terminer. Donc un dernier exemple de voies de résilience sur lesquelles les collectivités ont un levier d'action assez direct d'ailleurs. Il faut savoir que un repas sur 6 en France est pris à la cantine, et que la plupart des cantines sont gérées grâce aux commandes publiques. Donc c'est la question des régimes alimentaires qu'on a mis ici sous forme de... qu'on a appelé ici consommation responsable. Pourquoi régime alimentaire ? Donc on se doute que la quantité de viande qu'on consomme, par exemple, a une incidence importante sur les émissions de carbone liées à notre régime. C'est aussi le cas de la sécurité alimentaire, qui est très affectée par nos choix alimentaires. Ce graphique, vous voyez en haut la barre en vert qui représente toutes les terres pâturées sur Terre, et en rouge toutes les terres cultivées, c'est-à-dire semées puis récoltées par des humains. Donc premier constat qu'on fait, c'est qu'il y a beaucoup plus de terres pâturées que de terres cultivées. Maintenant, si vous prenez les surfaces hachurées, c'est tout ce qui, in fine, est destiné à l'alimentation animale sur Terre. Donc, vous voyez que c'est une part très très majoritaire des surfaces agricoles dans le monde. Donc ce qu'on entend souvent d'ailleurs, c'est que les animaux d'élevage, ils contribuent à valoriser des terres peu productives qui autrement ne serviraient pas à grand chose pour les humains. Donc c'est tant mieux, autant profiter des protéines qui nous donnent grâce à cela. On voit que c'est que
partiellement vrai, voire tellement partiellement vrai que c'est plutôt complètement faux, parce que quand vous voyez la barre en rouge, il y a une partie très importante des terres cultivées, donc des cultures, qui servent à engraisser les animaux d'élevage, et pas du tout, qui sont donc pas seulement des coproduits de nos cultures, et qui ne sont pas seulement des terres pas valorisables. Donc manger moins de viande, ça nous permettrait de libérer beaucoup d'espaces cultivés de façon à faire face à une chute des rendements probables qui sera causée donc, par plusieurs facteurs comme le réchauffement climatique, la baisse de disponibilité de divers intrants et tout ça. Pour l'illustrer, donc bien sûr, il y a l'exemple bien connu du soja qui à lui tout seul représente 40% de la déforestation importée par l'économie française. Tout cela pour engraisser ça représente une partie minoritaire de la ration des animaux d'élevage en France, mais c'est un usage malgré tout intensif, donc qui occasionne beaucoup de déforestation sur Terre. Donc voilà ce que l'on essaie de faire avec Félix et d'autres associations et d'autres structures, des laboratoires de recherche spécialisés dans chacun des maillons du système alimentaire, c'est de mettre en avant des leviers d'action dont disposent les collectivités locales pour agir sur chacun de ces volets. Merci beaucoup pour votre attention et nous prenons vos questions.